Bienvenue à l'événement de ce soir qui est organisé dans le cadre du Festival Soufi de Paris, donc l'édition 2019. C'est un festival qui a pour but de faire rayonner les enseignements du soufisme, donc c'est aussi bien sur le plan artistique, intellectuel, spirituel. Cette année, le thème est l'un miroir de l'autre. Moi, je suis Floriane, je suis membre de l'association Coexister. Et donc, Coexister est partenaire de l'événement de ce soir. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui découvrent l'association ce soir? Alors, Coexister, c'est le mouvement interconvictionnel des jeunes, croyants et non-croyants, qui agissent pour le vivre ensemble. Donc, c'est une association qui a pour but de créer du lien entre jeunes de différentes convictions. C'est vraiment ouvert à tous et toutes, donc musulmans, chrétiens, juifs, bouddhistes, athées, agnostiques et toute forme de spiritualité et philosophie. À Coexister, on propose une expérience. D'abord, une expérience de dialogue, où là, l'idée, c'est de dépasser la simple tolérance pour aller activement à la rencontre de l'autre. Ça peut se faire par plusieurs moyens. Donc, ça peut être des soirées comme celle-ci, des conférences. Ça peut être des visites de lieux de culte, par exemple, on peut participer aussi à un office, un repas de Shabbat. On a fait aussi des témoignages de convertis, participer à une initiation à la méditation bouddhiste zen. Voilà, vraiment tout ce qu'on peut imaginer en termes de dialogue, de café-débat, de tous les thèmes de société ou de philosophique, parfois sur des thèmes particuliers, et parfois ça peut être informel aussi, comme par exemple aller randonner un dimanche à Fontainebleau ou aller manger un repas ensemble. Voilà. Une fois qu'on a appris à se connaître, qu'on a dialogué en toute sincérité et en toute simplicité, on est d'accord pour ne pas être d'accord, et surtout on pense qu'on peut être différent dans les convictions mais unis dans l'action. Et donc on se met au service du bien commun par des actions de solidarité. Ça peut être par exemple des maraudes, des dons du sang et plein d'autres actions qu'on peut imaginer. Et en troisième temps, une fois qu'on a acquis un peu d'expérience et qu'on a été formé, on anime des ateliers de sensibilisation. Donc on nous appelle dans des collèges, lycées, mais aussi des associations, des aumôneries, pour témoigner du vivre ensemble, pour tenter de déconstruire les préjugés sur les religions et rappeler ce qu'est la laïcité. Voilà, Coexister, ça englobe un peu tout ça. On est une cinquantaine de groupes locaux partout en France et quelques-uns en Europe. Moi, je fais partie du groupe de Paris Sud. Et on communique beaucoup par Facebook, donc si vous voulez continuer à suivre nos événements, je vous invite à liker la page Coexister Paris Sud pour être au courant de tout ce qu'on fait. Voilà, alors pour ce soir, c'était Abdelhafid, le président de la Maison Soufi, qui m'avait proposé qu'on fasse un événement en partenariat. Quand j'ai regardé le programme, je me suis dit que ça allait être très très dur de choisir, tant tout était vraiment passionnant. Mais je me suis souvenu que l'émir Abdelkader était une figure extrêmement inspirante pour sa sagesse, pour son action dans le vivre ensemble, son respect surtout des fois différentes de la sienne, pour son action dans l'histoire entre la France et l'Algérie. Et du coup, je trouvais ça très, très intéressant d'en parler ce soir, et surtout par le prisme de l'art qu'est la photographie. Donc ça m'intéressait beaucoup d'approfondir sur cette figure par ce biais-là. Donc j'en profite maintenant pour introduire notre spécialiste du soir, donc Ahmed Bouillarden, qui est chercheur associé à l'université de Aix-Marseille, qui est aussi membre d'une chaire à l'UNESCO sur l'émir Abdelkader, qui est diplômé de l'École nationale supérieure d'art, et depuis 2002 qui s'est passionné pour la figure de l'émir Abdelkader et qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur le sujet. Voilà, je ne prends pas plus longtemps la parole, je vais laisser notre spécialiste nous parler de tout ça, et ensuite on pourra poser des questions, un moment d'échange pour échanger sur cette intervention. Voilà, et n'hésitez pas, après aussi, si vous avez des questions sur l'association Coexister, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, bonne écoute à tous et à toutes, et à tout à l'heure. Merci Floriane, salam alaikum, bonsoir à tous et à toutes. Alors, puisque la soirée a été introduite par une membre active de l'association Coexister, et que, si j'ai bien compris, Coexister, le maître mot ou le mot d'ordre, c'est le vivre ensemble.
Et tant qu'à faire le vivre ensemble en paix, j'en profite pour rappeler qu'aujourd'hui, 8 décembre, est à la fois est symbolique à plusieurs titres. D'abord, on commémore aujourd'hui, ou en tout cas on médite sur l'Immaculée Conception, qui est un moment important, un principe important pour les catholiques, mais pas uniquement pour les catholiques, et donc la Vierge Marie. C'est aussi la fête des Lumières de la région d'où je viens, parce que je viens de Chambéry. Lyon, aujourd'hui, c'est la fête des Lumières. C'est aussi le premier anniversaire de l'adoption par l'ONU à l'unanimité de la Journée internationale du vivre ensemble en paix. Ça fait 1 an que, à l'unanimité, tous les États, parfois belligérants, ont voté pour cette journée qui est inscrite le 16 mai de chaque année. Et c'est aussi important, une journée importante, puisque, comme vous le savez aujourd'hui, 19 religieux ont été béatifiés. Et sur un plan historique, c'est une première dans un pays musulman, en Algérie en l'occurrence, et ça s'est passé toute la journée d'aujourd'hui. Et c'est aussi un événement à rappeler, et qui sont, je l'espère, des signes de bon augure. Alors, j'ai hésité en venant ici, je me suis dit quel type d'intervention on va faire. Est-ce qu'on fait quelque chose de très sérieux, de très carré, de très académique? Et j'aurais passé beaucoup de temps à lire mon texte. Ou alors est-ce que je viens les mains dans les poches, mais le cœur frais, et j'essaye de partager quelque chose de plus vivant. Mais évidemment, le lieu lui-même, la maison Soufi, invite plus à la deuxième possibilité qui m'a arrangé, il faut dire, parce que ces dernières semaines, j'ai passé beaucoup de temps à rassembler des notes de lecture anciennes, puisque j'ai été dans une première vie un peu photographe et aujourd'hui chercheur en histoire, et que la première fois que j'ai été invité en ce lieu, c'était pour parler d'histoire et d'Abdelkader, et la dernière fois, c'était pour parler d'un travail photographique que j'ai réalisé il y a une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, c'est les deux ensemble qui sont réunis avec une perspective particulière, un angle particulier et une profondeur particulière aussi, puisque c'est une lecture soufie qu'on va découvrir. Alors il y a quelques années, j'avais suggéré à Éric Younes Geoffroy, dans un travail sur des actes de colloque qu'on a dirigé ensemble, Abdelkader dans la modernité, un spirituel dans la modernité, de travailler sur la question de la photographie. À vrai dire, c'est un sujet qui me tient à cœur de manière substantielle, essentielle, depuis très longtemps, et qui malheureusement, par manque de temps, je n'ai jamais pu traiter. J'attendais l'occasion, et là, cette année-là encore, avec quelques années, je n'avais pas eu l'occasion. J'ai dit à Younes, je lui ai dit, écoute, il y a là un sujet important, fort, qui n'a pas été traité jusque-là. Il a produit donc cet article excellent donc, qui a été publié il y a quelques années et qui donc développe toute une réflexion sur un mawqif, donc une halte de l'émir Abdelkader, une halte inspirée, dans lequel il fait référence à la photographie. Alors, je dois vous dire qu'il est possible que je ne dise pas tout, que je dise les choses un peu trop vite parfois, que j'y suis contraint par le temps, mais aussi parce que je ne sais pas à qui j'ai affaire. C'est-à-dire qu'on va aborder des notions, des sujets qui sont à la fois chimiques et alchimiques, physiques et métaphysiques. On parlera d'optique parfois, mais on parlera aussi de vision. Et donc ça mêle deux mondes, mais qui ne sont pas opposés, on va le voir, et qui sont précisément intéressants lorsqu'ils sont vécus ou lorsqu'on est accompagné par un personnage comme Abdelkader. Alors évidemment, on n'aura pas le temps de faire un topo sur Abdelkader, parce que rien qu'à lui, la nuit entière ne suffirait pas pour essayer de dire un peu à la fois le politique et le mystique qu'il a été. Et cela concomitamment, c'est important. Ce n'est pas dans une vie il a été ceci et dans une autre il a été cela, mais il l'a été en même temps. Ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à intégrer ici en Occident, car on ne peut être que d'un côté ou de l'autre. Mais grâce à Dieu,
des physiciens ont découvert la physique quantique et aujourd'hui on peut dire qu'on peut être l'un et l'autre en même temps. Alors, je vais d'abord commencer par vous lire un texte, non pas surtout pour gagner du temps, parce que pour arriver jusqu'au point qui nous intéresse ce soir, il va falloir tout de même qu'on essaie d'entrer dans l'événement qui a été l'invention de la photographie. Le 19e siècle est le siècle de la révolution industrielle, des inventions majeures, la vapeur, les machines-outils, le télégramme, etc. Autant d'inventions techno-scientifiques qui vont définitivement changer le rapport que l'homme entretient avec l'espace et le temps. Parmi ces inventions, il y en a une qui a constitué à la fois une révolution technique et esthétique. La photographie a produit une rupture plus grande qu'on ne le croit généralement. Félix Tournachon, plus connu sous le surnom de Nadar, photographe majeur du 19e siècle, écrit dans son autobiographie publiée en 1900 « Quand le bruit se répandit que deux inventeurs venaient de réussir à fixer sur les plaques argentées toute image présentée devant elles, ce fut une universelle stupéfaction d'où nous ne saurions nous faire aujourd'hui l'idée. » On est en 1900 lorsque son traité paraît, son témoignage paraît, et ça reste encore vrai aujourd'hui. Malheureusement, lorsqu'on parle de la photographie, aujourd'hui en particulier, on a tendance à oublier qu'à une époque, ça n'a pas existé. De la même manière que lorsqu'aujourd'hui on parle du téléphone portable, on oublie qu'à une époque, ça n'a pas existé. Ou que le téléphone filaire, il n'y avait pas du tout de téléphone, à une époque, ça n'a pas existé. Et dès lors que dire ça, déjà, on est stupéfait en se demandant, mais comment vivait-on sans ? La photographie, il fut une époque où ça n'a pas existé. C'est-à-dire que l'idée de fixer une image de la réalité, ce n'était pas possible, hormis par l'art. Évidemment, l'art pictural, par le dessin. Donc là, ici, Nadar nous dit clairement que ça a été une stupéfaction universelle. Sur le thème de la photographie, les approches sont multiples. Il existe une approche matérialiste, techniciste, qui s'emploie à faire une histoire technique de la photographie, une approche anthropologique et sociologique, qui vise à étudier le contexte de son développement et les conséquences sur les sociétés dans lesquelles elle est introduite. Une approche psychanalytique, philosophique ou encore sémiologique, car la photographie est productrice de sens, de signes, de symboles, qu'il s'agit de décrypter et d'analyser. Nous allons voir qu'avec le sujet qui nous occupe ce soir, il y a une autre approche possible, une approche spirituelle, soufie plus exactement. Et c'est une figure politique et mystique majeure du 19e siècle, l'émir Abdelkader, qui est l'exact contemporain de l'invention de la photographie, puisqu'il est né en 1808 et mort en 1883, qui nous invite à cette lecture métaphysique de la photographie. Donc une lecture métaphysique de la photographie. Je dois aussi m'excuser auprès de tous ceux qui ne connaissent pas forcément Abdelkader, mais dans les questions-réponses, on pourra aborder le personnage et sa vie complexe. J'ai bien dit complexe, pas compliqué. Et en général, les complications commencent quand on refuse la complexité. Alors, Abdelkader, portraituré. Alors avant d'aborder l'histoire de la photographie, vous allez voir, hein, je vais passer mon temps à vous dire avant deux, et quand il arrivera à la fin de l'heure, je n'arrive pas à aborder le sujet, mais ce n'est pas grave, ce sera un rendez-vous pour un autre moment, un autre temps. Alors, sans entrer dans le sujet complexe et passionnant de la production d'images figuratives en islam, il est cependant important d'en dire quelques mots. Alors on connaît la réserve envers la représentation figurée dans les arts de l'islam. Il faut cependant préciser que cette réserve est nuancée selon les époques et les ères culturelles. Une réticence qui existe surtout dans le monde sémitique, car l'islam a produit des œuvres figuratives majeures, notamment dans les ensembles turcs, iraniens et moghols. Dans le contexte du Maghreb, le puritanisme des dynasties almoravides et almohades se fait encore ressentir dans le Maghreb du XIXe siècle. Mais à travers la figure d'Abdelkader, nous allons voir que cette réticence à la représentation figurative est nuancée, voire inexistante. Alors, d'abord, la question, quel a été le rapport de l'émir Abdelkader à la représentation figurative? C'est la première question à poser pour quelqu'un, évidemment, qui est de culture non seulement musulmane, mais surtout qui a été considéré par beaucoup pendant une grande partie de sa vie, Amir Mouminin, donc commandeur des croyants, donc une sommité de la religion musulmane.
Alors, il faut rappeler qu'Abdelkader dépose les armes et cesse son combat politique et militaire en décembre 1847 et suite à une négociation qui finalement va se finir par un parjure de la part de la France, il va se retrouver en captivité pendant 5 années en France, à Toulon, au fort La Malgue, puis à Pau pendant 6 mois, au château Henri IV de Pau, et enfin pendant un peu plus de 4 ans donc au château d'Amboise. Donc en Toulon, en février 1848, Abdelkader est en captivité avec un certain nombre de compagnons, et là il y a son geôlier, donc colonel Domas, qui est un officier de la cavalerie française, arabisant, connaissant très bien la culture algérienne, les us et coutumes d'Algérie, et qui est installé donc dans le fort, invite l'émir Abdelkader à dîner. L'émir accepte, et au cours de ce dîner, il va y avoir un échange que retranscrit Domas. Alors voici à propos d'une question qu'il lui pose sur la représentation. Voici ce que dit d'abord Domas. « Je croyais que dans ta religion, c'était un péché. » Voici la réponse de l'émir. « Les statues en or, en argent et en cuivre expliquent Abdelkader sont totalement proscrites parce qu'elles sont dans la classe des idoles. Mais la représentation des figures par les couleurs, sur la toile ou le papier est tolérée. » Nous sommes donc en février 1848. Au cours de la captivité, l'émir Abdelkader fut souvent sollicité pour être portraituré, notamment au début de la captivité. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais disons qu'au début de la captivité, l'émir pense que c'est une situation transitoire et qu'il va bientôt être exilé, comme il l'avait demandé, en Orient. Et il est sollicité, et l'émir, par différents peintres, il peut recevoir encore des visites, surtout dans la période toulonnaise, encore un peu à Pau, mais après en Amboise, il va y avoir vraiment une séquestration, enfin un enfermement, une mise à l'écart de l'extérieur qui va être plus rude. Mais disons qu'à Toulon, il peut encore recevoir des personnalités, que ce soit des journalistes, des poètes, des visiteurs officiels ou des curieux qui viennent à lui. Et parmi eux, il y a des peintres, notamment le peintre Pingré qui rêvait de portraiturer Abdelkader, et l'émir refuse systématiquement. Il va refuser, non pas pour des raisons politiques, ou pas pour des raisons religieuses, ou de convenance, mais uniquement pour des raisons politiques. Il considérait que dès lors qu'il était emprisonné et qu'il n'était pas là de son fait, il ne pouvait pas accepter d'être portraituré comme si tout allait bien. Donc un homme de principe, il va refuser pour des raisons politiques et non pas religieuses. Alors, là je vais vous montrer cette première image. Alors vous me direz comment se fait-il qu'il a refusé et puis finalement on le retrouve ici peint de manière magistrale par un miniaturiste qui est l'œuvre de Maxime David, donc peintre en miniature qui s'était rendu au château d'Amboise la veille du départ des Algériens pour Brousse. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Abdelkader va avoir la garantie de sa libération par le prince Louis-Napoléon Bonaparte au printemps 1851. Dès lors qu'il a la garantie qu'il va être libéré, alors sa parole se libère et il accepte des promenades d'abord à l'extérieur du château, ce qu'il avait refusé jusque-là, et aussi d'être portraituré. Et là, c'est un des premiers portraits, peut-être le premier, qui est réalisé donc par ce peintre en miniature, Maxime David. Et l'intérêt de ce portrait, en dehors du fait qu'il est en miniature, hein, donc c'est des médaillons, hein, c'est tout petit, donc il est d'une grande dextérité, il est à la fois de profil 3/4 et de face. Excusez-moi, on peut mettre en plein écran. Alors, comment on fait? Double-cliquer. Ouais, mais il n'y a pas de souris. Le pavé. Moi, Max, ça me... Autant je suis spontané avec PC, mais là, Le vert, oui, voilà, parfait. ça m'arrangerait. Alors, comment on fait passer la suivante? Les flèches. Avec Mais les ça flèches marche pas. directionnelles. Non, parce que c'est pas sur un PowerPoint, je sais Ah pas. oui. Ça marche sur Windows, comme ça. Avec la flèche. Faire sélectionner tout. Et... Ah oui, ça j'ai vu faire. Ok, d'accord, on fait comme ça. Sélectionner tout. Mais il est où le dossier? Non, il n'est pas là. Il est là.
Voilà. Il faut l'arriver là-bas, sinon on va se perdre après. Contrôle A. Voilà, ouvrir. Voilà. Parfait. Merci. J'ai oublié ça. Vert, le vert. Oui, oui. Voilà, génial. Voilà, c'est normal, c'est des données. Oui. Alors ici, on reprend juste ce portrait qui donc est magnifique de dextérité, je l'ai dit. Abdelkader accepte. Alors vous savez que quand vous êtes portraituré, ça prend du temps. Donc vous imaginez Abdelkader passer un certain temps devant le dessinateur, d'abord dans le travail de dessin, puis ensuite de peinture, et peut-être même une autre séance pour pouvoir affiner les détails. Et donc, parce qu'il y a beaucoup de détails. Ce qui est intéressant, c'est ici, pour cette série de Maxime David, donc, c'est qu'on sait, par des textes, je ne les ai pas encore vus jusqu'à aujourd'hui, que la famille de l'émir a été, elle aussi, portraiturée. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement Abdelkader qui accepte, qui ferait une entorse à une règle, on va dire générale, mais qu'elle a été acceptée aussi par d'autres compagnons avec lui. Donc, une miniature. Ici, on a un autre portrait qui lui aussi a été réalisé après sa libération par Ange Tissier. Donc, c'est une étude qui va qui est un travail de commande fait par le gouvernement. Et là, encore une fois, Abdelkader accepte de poser. Évidemment, ici, il n'a plus, mais là, peut-être qu'il y a une signification politique, une arme à la main, mais le chapelet. Ce qui était d'ailleurs sa volonté, puisqu'il répétera un des leitmotifs qui revient souvent pendant sa captivité, c'était de dire « Je suis mort à ce monde, je suis mort à la politique. Je veux consacrer le reste de ma vie à la quête de Dieu. » Donc, c'est fidèle au personnage, et en même temps, ça arrange bien le pouvoir, puisqu'il s'agira de dire que désormais, Abdelkader est désarmé. Mais ça, on ne rentre pas dans le sens des images. L'objectif, c'est juste de vous montrer un certain nombre de portraits. Alors, cette photo est intéressante, et c'est la première, peut-être. Malheureusement, je ne peux rien affirmer. C'est peut-être la première photo d'Abdelkader. Pourquoi ? En 1851, cette photo remonterait au printemps 1851. Nous sommes au château d'Amboise, l'émir est en Burnous, avec un tissu de type haïk, et tout laisse à penser que cette photo pourrait être de 1851. Ça voudrait dire qu'on est à quelques années de l'invention de la photographie. La photographie est née officiellement en janvier 1839, on est en 51, donc c'est une photographie d'autant plus précieuse qu'à cette époque-là, très peu de gens encore se font photographier. L'acte photographique est encore, un objet de luxe, même si les classes moyennes commencent à s'y habituer et qu'on va commencer à voir, quelques années après, 1854-55, des cartes de visite, notamment inventées par le studio et le photographe Disdéry, Eugène Disdéry. Donc ici, Abdelkader, au château d'Amboise, j'ai bien dit que c'était une probabilité, mais ce n'était pas sûr. Pourquoi ? Pourquoi d'abord on pense que ça pourrait être... d'abord parce qu'on reconnaît, pour ceux qui reconnaissent Amboise, donc on sait que c'est pas Amboise. Le problème, c'est qu'on sait qu'Abdelkader est revenu lors de ses voyages ultérieurs en France à Amboise. Donc il aurait pu aussi être photographié en 65, sur le même lieu. L'autre probabilité qui laisse à penser que peut-être que c'est bien une photographie de 51, c'est qu'on sait que cette année-là, la mission héliographique a été mise en place par les monuments historiques où il s'agissait de photographier les principaux monuments français sur le territoire français. Et on sait qu'au printemps 51, deux photographes, Mestral et Gustave Legray qu'on va rencontrer plusieurs fois au cours de notre exposé, vont être de passage dans la Loire et notamment vont venir au château d'Amboise. Ça, on en a la preuve. Donc cette photo serait une photographie de Gustave Legray. Il y a une autre photo qui a été prise à la même époque, si c'est bien la même époque, parce qu'on pourrait aussi imaginer que les deux photos ne sont pas de la même époque. Ça, je suis en train de vous donner un peu les coulisses du travail de l'historien derrière. On ne prend rien pour argent comptant, on affirme que lorsqu'on en a la preuve absolue, et là en l'occurrence je ne l'ai pas, donc je vous dis que c'est possible que ce soit en 51, mais ça peut aussi être en 65. Où là on voit Abdelkader assis. Dans une autre photo on le voit avec un officier français, et à partir de cet officier il sera peut-être possible de déterminer l'année.
Si cette photo qu'on vient de voir n'est pas la première, celle-ci la détrônera, puisque celle-ci a été réalisée en septembre 1855 par le studio Meyer et Pearson. Pearson est un photographe, Meyer est celui, les frères Meyer ont proposé les locaux rue des Capucines, je crois. Ils avaient donc un studio, des locaux qui sont devenus un studio très prisé à cette époque-là, au milieu des années 50, 1850. Et ici, donc, on aurait le premier portrait, si ce n'est pas le précédent, de l'émir Abdelkader, qui date donc de septembre 1855. Vous voyez cette image, on voit l'émir assez amaigri, ça s'explique parce que l'émir, il s'est passé beaucoup de choses cette année-là. Là, il y aurait d'ailleurs une histoire à faire, une méta-histoire aussi, puisque cette année-là se termine la guerre de Crimée. Et à cette époque-là, l'émir est lui aux premières loges, si je puis dire, puisqu'il est en exil, il était en exil à Bursa, donc à Brousse, dans le nord de l'Anatolie, et qu'il a très probablement vu des troupes défiler sous ses yeux, donc des troupes françaises, alors je vais le dire avec l'étiquette religieuse, des troupes catholiques, des troupes anglicanes, des troupes musulmanes, et toutes alliées contre la Russie tsariste et orthodoxe. D'ailleurs, certains spécialistes n'ont pas hésité à dire que c'est une guerre religieuse, la guerre de Crimée, et qui associait donc une puissance anglicane, une puissance catholique, une puissance musulmane, ottomane, même s'il y a des moutures religieuses, face à la puissance orthodoxe. Et là, Abdelkader, ici, donc, a écrit à cette époque-là un traité qu'on a par la suite, qui a été traduit en 1858, mais qu'il a terminé le jour de Pentecôte 1855, en plein Ramadan, après une série de tremblements de terre, et qui s'appelle Rappel à l'indifférent, rappel à l'intelligent et avis à l'indifférent, Dikarat al-Aqil, la lettre français, dans lequel on peut puiser quelques éléments inspirés sur l'époque qu'il traverse et peut-être sur l'époque que nous traversons, et notamment sa fameuse phrase: si les chrétiens et les musulmans avaient voulu me prêter attention, j'aurais fait d'eux des frères à l'intérieur et à l'extérieur. Mais ils n'ont pas voulu avoir une vision commune, Raï Wahid, ne les fera se rencontrer que le Messie lorsqu'il reviendra, mais il reviendra avec le glaive. Donc là, il y a tout un arrière-fond eschatologique qui s'explique, comme je l'ai dit, par la guerre de Crimée, par les tremblements de terre, par la situation mondiale, mais peut-être aussi par des états spirituels qu'il vit déjà à l'époque. Donc Abdelkader, ici, je disais, est affaibli aussi parce qu'il il est tombé très malade à Marseille en arrivant, symptômes de choléra, bon, je n'ai pas bien compris, mais en tout cas, il était très malade et qu'il a finalement tout de même été jusqu'à Paris, où il va avoir demandé, enfin, il ne le demande pas, mais c'était l'objectif de son voyage, c'était de changer de lieu d'exil, et Napoléon III, puisque l'Empire est rétabli, à ce moment-là, va lui accorder de finir ses jours à Damas. Et il y a une très belle description d'un Te Deum à Notre-Dame de Paris, où un officier français tient le bras de l'émir qui est chancelant et qui avance dans la nef. Donc c'était un Te Deum à l'occasion de la victoire contre la Russie tsariste, et donc la fin de la guerre de Crimée. Je vous laisse imaginer ce visage déambulant dans la nef de Notre-Dame de Paris. Ça pouvait inspirer beaucoup de peintres. Une autre photographie qui est intéressante, dont je n'ai pas trouvé les originaux, qui circule un peu ici et là, notamment sur Internet, et c'est dans laquelle non seulement on voit Abdelkader dans l'intimité, chez lui très probablement, simplement vêtu, et elle est en plus signée, d'après ce que j'en ai vu et comparé avec d'autres écritures, c'est son écriture. Et cette photographie, traditionnellement, là aussi, je ne peux que dire ça parce que je n'ai pas eu le temps de creuser, elle est attribuée à Gustave Le Gray, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors ce Gustave Le Gray apparaît de temps en temps, ici et là. Et là, en l'occurrence, cette image, elle serait datée de 1860 à Damas. Et quand on recoupe avec la vie de Le Gray, on sait qu'il a quitté Paris quelques mois plus tôt, avant 1860, avec Alexandre Dumas, et qu'Alexandre Dumas va un peu l'abandonner à Malte, va abandonner ses compagnons de voyage à Malte, et là, de Malte, il va être embauché, Gustave Le Gray, le photographe français, donc, va être embauché par Le Monde Illustré pour un reportage, pour suivre des troupes françaises aux proches à Damas,
qui viennent de débarquer au Liban suite aux émeutes de l'été 1860. Donc cette image aurait été prise chez Abdelkader en 1860, après les émeutes de Damas, donc dans la deuxième moitié de 1860. Et le fait que Gustave Le Gray aurait déjà rencontré 9 ans plus tôt Abdelkader fait que cette possibilité est, comment dire, le fait qu'il soit lui l'auteur de la photo est plausible, mais on ne peut pas l'affirmer. Autre photo d'Abdelkader, celle-ci on sait qui l'a réalisée, clairement, et aussi en quelle année aussi c'est. Donc cette image date de mars 1862. Il y en a deux d'ailleurs, deux versions. C'est le même photographe, Francis Bedford, est anglais. Il accompagne dans un voyage donc au Moyen-Orient le prince de Galles, donc futur Édouard VII, qui rend visite à Abdelkader. On le sait par ailleurs. Donc le futur roi d'Angleterre, de Grande-Bretagne, rend visite à Abdelkader, et Francis Bedford donc en profite pour photographier Abdelkader chez lui. Alors là aussi, on pourrait dire un certain nombre de choses physiquement sur le fait qu'il a le costume, vous remarquerez, il a le costume syrien, alors que quand il vient à Paris, il est toujours avec le costume maghrébin, algérien. C'est très intéressant, et toute sa vie, ce sera la même chose. C'est-à-dire qu'il a un choix des vêtements qui n'est pas innocent en tout cas. Donc il est ici chez lui, très probablement, photographié. Alors, autre photo, et celle-ci aussi est attribuée à Gustave Le Gray. Gustave Le Gray qui réapparaît là. Gustave Le Gray, en 1861, s'installe à Alexandrie, donc s'installe en Égypte. À partir de 64, il est au Caire. Et cette image est signée Port Saïd, 1869. Pourquoi novembre 69? Parce que novembre 69, c'est l'inauguration du canal de Suez. Et Abdelkader a été un acteur majeur dans le monde musulman qui a soutenu ce projet. Ferdinand de Lesseps lui rendra, qui est le maître d'œuvre de ce chantier du siècle, qui a fait converger des enjeux politiques, industriels, économiques, financiers énormes pour pouvoir se réaliser. Vous savez que le principe du canal, et là aussi sur un plan métahistorique, métaphysique, il y a beaucoup de choses à dire. Le principe du canal, vous savez, c'est à la fois séparé et relié en même temps. Il sépare de terre et il relie de mer. La mer Rouge avec la mer Blanche, j'allais dire, avec la mer Méditerranée. Donc l'Afrique avec l'Asie. Et à cette époque-là, Abdelkader aussi dans un cheminement spirituel. Alors cette photographie est attribuée à Gustave Le Gray, ce qui est plausible, puisque Gustave Le Gray, à ce moment-là, est au Caire et est un protégé ou un proche du Khedive Ismaïl, donc le vice-roi d'Égypte. Et cette photographie montre Abdelkader, alors là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Alors très probablement, j'en suis presque sûr, mais je n'affirme rien parce que je n'ai pas pris le temps de creuser. À sa droite, il a le Khedive Ismaël, donc le vice-roi d'Égypte, fils de Mohammed Ali. Et à sa gauche, très probablement, Ferdinand de Lesseps. Mais de manière certaine, il a à sa droite des orientaux et à sa gauche des occidentaux. Et Abdelkader est au centre. Il joue toujours ce rôle d'intermédiaire entre l'Orient et l'Occident. Il y aurait aussi beaucoup de choses à dire. Et devant lui, assis sur une chaise, l'imam Shamil, son équivalent dans le Caucase, Shamil Darastani, qui lui faisait partie aussi d'une tariqa soufi, Naqshbandiya. Alors ici, pour montrer encore que l'émir, je ne l'ai pas dit, mais des photographies d'émir, il y en a une trentaine, une quarantaine peut-être même. Et il se fait donc souvent photographier. Encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un acte rare et un acte valorisé, la photographie, à cette époque-là. Et là, il faudrait en dire un peu plus. Et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est une photo qui est réalisée par Jacques Philippotto, qui est un photographe anthropologue. On faisait à cette époque-là, on croyait dans les vertus de la photographie pour pouvoir classifier. Vous savez, les Occidentaux ont ça de particulier, c'est qu'ils aiment classer, classifier, répertorier, etc. Et à cette époque-là, la photographie va venir s'ajouter aux outils possibles pour
classifier des visages, des races, etc., etc. Et là, en l'occurrence, l'émir se prête au jeu de ce type de photographie de la part de Jean-Philippe Poteau, qui est le second photographe antique du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, et qui réalisait un portrait anthropologique. L'intérêt, c'est qu'il nous permet de voir l'Abdelkader de profil et de voir aussi qu'il se rasait les cheveux. Voilà, et qu'il se teignait la barbe. Alors, Abdelkader, à partir de 1800, vous savez que, bon, je ne peux pas tout raconter, mais on l'a dit rapidement tout à l'heure, mais en 1860, l'été 1860, il y a des émeutes. On qualifie généralement d'émeutes anti-chrétiennes. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Mais je ne raconterai pas, parce que c'est trop long à dire, mais je vous dirai juste que c'est une révolte qui a visé en particulier les chrétiens uniates, donc les chrétiens rattachés au Vatican, et qu'elle a plutôt épargné les chrétiens orthodoxes. Et le quartier donc maronite, si vous voulez, uniate, a été saccagé, brûlé, plusieurs centaines, milliers de morts selon certains, et Abdelkader va agir avec d'autres. Là, j'ajoute aussi parce que on a tendance à vouloir dire qu'il n'y a qu'Abdelkader qui a sauvé des chrétiens, mais il y a aussi d'autres dignitaires et d'autres musulmans qui ont pris des risques pour sauver les chrétiens, va à partir de cette époque-là réoccuper le devant de la scène, puisqu'il va devenir le héros et recevoir des décorations de la part de différents États du monde, dont la France, les États-Unis, l'Empire ottoman, la Prusse, l'Italie, etc. et recevoir des décorations de tous ces pays. Et Abdelkader, à partir de là, va voyager avec ces décorations. Et là, cette photo est prise en 1865. On le voit ici, à Istanbul, photographié par le studio des frères Abdallah, des photographes d'origine arménienne, et qui sont donc installés à Istanbul. On voit ici Abdelkader, pareil, avec des occidentaux, et quelques occidentaux et des orientaux. 65, il est en route pour Paris. Le voici à Paris, et là, on va voir, et c'est les photos les plus connues d'Abdelkader, Abdelkader aux médailles, aux décorations, c'est pas pareil. Les médailles, c'est pour le foot, le sport. Les décorations, c'est plus officiel, plus politique. Donc là, Abdelkader avec toutes ces décorations, dont la Grande Croix de la Légion d'honneur, qui lui est remise le 5 août 1860, très rapidement, et qu'il vient donc, à Paris avec, et également l'équivalent ottoman, osmanien, donc le grand médjidier de première classe, ainsi que l'équivalent prussien, l'équivalent d'un ordre italien, d'un État italien, etc., etc. Et il les porte avec lui. Donc il les ramène du Proche-Orient, donc de chez lui, d'Ama jusqu'à Paris, pour se faire photographier avec. Là aussi, ce n'est pas le sujet de ce soir, il y aurait des choses à dire, il y a toute une conférence à faire dessus, mais qui est très intéressante, parce que l'homme austère qu'il était ne fait pas ça par narcissisme, par volonté de se montrer, de montrer ses médias, et comme de vieux maréchaux ou de vieux soldats un peu aigris qui ne rattachent plus leur vie qu'à des souvenirs lointains, loin de là, pour Abdelkader, mais bien pour autre chose. Peut-être les portait-il pour nos générations aujourd'hui, qui sommes précisément entre Orient et Occident, et qui posons la question précisément de la réconciliation de la famille humaine. Mais ça, c'est un autre sujet. On voit ici donc une série de photos de Karja, Étienne Karja, qui, vous le savez, a été un ami, pour ceux qui s'intéressent à la photographie, est l'auteur du premier portrait qu'on connaît tous du jeune poète fougueux Arthur Rimbaud, et qu'il photographiera que quelques années après celle-ci, si je puis dire. Rimbaud et Abdelkader se sont rencontrés par le regard de Karja. Et là, encore une fois, Abdelkader aux médailles. Une autre photo de Karja, celle-ci beaucoup plus détaillée. Et là, on voit bien toutes les décorations. Donc certaines reprennent la forme du croissant et d'autres de la croix. C'est intéressant de voir comment un soufi mohammadi, descendant du prophète, pose avec des croissants et des croix sur sa poitrine. À une époque où la presse française, et notamment de la traditionnelle, on va dire,
chrétien traditionnel, a vu dans les émeutes de Damas 1860 la lutte à mort entre le croissant et la croix. Lui porte les deux sur sa poitrine, une manière de dire qu'il portait sur son cœur les complexités du monde. Mais là aussi, ce n'est pas notre sujet. Ici, on voit Abdelkader d'une photo prise par Louis, on l'appelait John Delton pour les familiers, mais c'était Louis-Jean Delton, donc Delton qui avait un studio qui a fait fureur donc, dans la fin des années 60 à Boulogne. C'était un homme épris de course hippique et de sport équestre, et qui a fondé donc un studio avec des décors artificiels. Et là, on le voit prenant Abdelkader avec des compagnons venus du Proche-Orient. Alors cette photo, vous la retrouvez le plus souvent avec une légende qui est fausse, même si elle est d'époque, qui dit Abdelkader avec MacMahon. C'est pas MacMahon, c'est quelqu'un d'autre. Il faut là aussi creuser, mais voilà. Voilà, donc je disais, le même Louis Delton avec cette photo où, dans un studio, Abdelkader est pris à cheval, cette fois-ci avec son fidèle compagnon Mohamed Kara. Et en plus, photo qui est, si vous regardez en bas, elle est dédicacée. Une collection de Madame la Maréchale Lyotet. Voici une autre photo de cette époque-là aux médailles, et là on voit une signature, une dédicace également, toujours aux médailles. Bon, vous voyez le nombre de photos. Donc Abdelkader n'avait non seulement pas peur d'être pris en photo, alors on le verra après, ne pensez pas que être photographié c'était haram. Ça devrait faire sourire ou rire, parce que j'ai encore eu cette expérience il y a une année en allant en Algérie, où j'ai voulu prendre juste une photo de quelqu'un de la famille. Il m'a dit non, il s'est retiré de la photo, il dit c'est haram. Donc vous voyez comment Amir Mouminin, celui qui a été considéré comme un commandeur des croyants, qui connaissait le Coran par cœur, qui était une référence religieuse et spirituelle, se laissait allègrement photographier à une époque où c'était vraiment, faire photographier, c'était un choix, c'était pas juste comme ça, puis ça y est, le va sortir, c'était vraiment tout un rituel, et autant de fois, alors qu'aujourd'hui vous avez encore des gens pour vous dire le contraire. Et enfin, et ça c'est l'amorce de notre sujet, je vous l'ai dit, il fallait y aller doucement, cette photographie, qui fait partie de la collection Zoumerov. Alors Zoumerov est un industriel français à la retraite, qui était un très grand collectionneur, notamment de lettres, d'histoires, d'objets en lien avec l'Algérie, et qui a fait une donation aux Archives nationales d'Outre-mer à Aix-en-Provence, qui était évaluée à 12 millions d'euros, c'est juste pour vous dire la quantité de documents, dont cette photo. Et cette photographie est intéressante parce que, non seulement elle représente Abdelkader dans une photo des frères Abdullah, dans le studio des frères Abdullah à Istanbul, mais elle est aussi dédicacée. Et que dit cette dédicace? Je vais vous donner j'ai là le texte en arabe, mais bon, j'ai mon œil gauche qui flanche, surtout quand je suis fatigué. Mais le poème en arabe, je vais vous donner sa traduction. Et ce qui va nous intéresser, c'est les premiers vers. Voici ce qu'écrit sous une photographie Abdelkader. Bien que cette représentation te donne mon apparence, elle ne saurait te donner notre image suprême. Car derrière mes traits se trouve une personnalité voilée, dont l'énergie spirituelle élève son inspiration au-delà des cieux. Alors je vous laisse imaginer Abdelkader plaçant cette dédicace à peut-être un étranger ou un occidental ou un européen, comment il a pu être perplexe face à ces quelques vers, alors que si on connaît l'homme et l'état du personnage à cette époque-là, on est obligé de le lire sur un autre plan. Ce que je dois rappeler, c'est que lorsqu'Abdelkader dépose les armes en décembre 1847, la seule volonté qu'il émet auprès de l'armée d'Afrique, c'est de pouvoir finir sa vie dans l'étude et de mourir à la Mecque. C'est là sa seule volonté. Finalement, il va connaître la captivité en France, 5 années, 52. Ensuite, il est envoyé 2 ans à Brousse, et ensuite à Damas. Mais il ne fait le pèlerinage à la Mecque et n'obtient l'autorisation qu'à la fin 1862.
Au cours de ces années-là, Abdelkader va vivre des états spirituels. Des états spirituels qui vont l'emmener qui le mènent dans des états psychologiques extrêmement difficiles. Abdelkader connaît, je l'ai dit, le Coran par cœur, il connaît le hadith par cœur, il a reçu tout cela dans sa jeunesse, mais comme il le dira lui-même dans le livre qui témoigne de ces états, le Kitab al-Mawaqif, le livre des haltes, il va vivre ce qu'appelle Michel Chodkiewicz, le traduit par des avalanches théophaniques. Il commence à entrer dans des états d'extase. Abdelkader était un extatique. Des états d'extase que l'émir des Jedba, c'est un mejdoub en quelque sorte, et Abdelkader explique dans le Kitab al-Mawaqif qu'en fait Dieu l'arrache à lui-même, dépose en lui sa parole et le ramène à lui-même, et là il reste des traces de ce qu'il vit intérieurement. Et dans un mawqif, il dit « J'ai reçu ainsi le Coran, la moitié du Coran, et j'espère ne pas quitter ce monde avant d'avoir reçu l'intégralité. » Évidemment, il ne parle pas du Coran par cœur, qu'il connaissait, mais il parle du Coran intérieur, du Coran par le cœur, si vous voulez. Donc, Abdelkader, en 1863, arrive dans le Hejaz et il rencontre son maître. Évidemment, il est né dans la Tariqa Qadriya, il a très probablement été rattaché d'une manière ou d'une autre à la Akbariya par son grand-père Mustafa, mais est très possiblement aussi rattaché à la Naqshbandiyya lors de son pèlerinage entre 1825 et 1827, qui fait aussi encore son lien avec la khirqa, donc avec l'enseignement du Shir al-Akbar, du Shir ibn Arabi. Mais là, cette année-là, l'émir est dans un état de besoin. Il a besoin d'un maître pour réaliser une ascension. C'est un peu comme s'il arrivait à un moment de sa vie où il a besoin d'un guide. Et il va le trouver dans la personne de Sidi Mohamed al-Fassi Shadili, donc dans la Tariqa Shadiliya, auquel il se rattache et qui vit à la Mecque. Là aussi, il y a un truc très intéressant, c'est que la Mecque, vous savez, est considérée par les géographes arabes comme étant Surat al-Ard, donc c'est le nombril du monde, le cœur, l'Axis Mundis. Et il va vers l'Axis Mundis tout en allant vers son propre cœur, vers le centre de lui-même. Et c'est là qu'il trouve son maître, son guide, qui va l'aider à réaliser cette ultime ascension. Et comme son fils le dira dans la biographie qu'il lui consacre, il va réaliser l'Utba al-Kubra, donc la réalisation suprême. Donc là, Abdelkader, on est en 65. L'émir a fait le pèlerinage en 1 an et demi. D'ailleurs, on l'a porté pour mort, pour disparu. On a pensé qu'il était mort. Il y a même des journaux qui titrent Abdelkader est mort. Il a très probablement eu une mort spirituelle, sur un plan spirituel, mais il était vivant, mais en khalwa. On dit même qu'il a été en khalwa dans la grotte de Hira, donc là même où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation. Donc Abdelkader, si je vous dis tout ça, c'est pour vous dire que lorsqu'Abdelkader pose avec ses médailles, il a aussi toute cette dimension mystique qu'il porte en lui et qui ne lui fait pas fuir le monde. C'est aussi ça qui est intéressant. En général, vous savez comment on appelle le disciple, on l'appelle le mourid ou bien le faqir. Le faqir, c'est le pauvre en Dieu. Vous savez, l'imagerie d'Épinal du faqir en France, hein, c'est quelqu'un d'assis sur des clous. Donc, en l'occurrence, Abdelkader, quand il signait d'ailleurs ses dédicaces ou ses sceaux, il écrivait bien Abdelkader ibn Muhyiddin Faqir lillah. Donc, c'était pas du tout Al-Amir Abdelkader al-Jazairi, comme on le cite souvent aujourd'hui, l'émir Abdelkader l'Algérien, mais c'était très simplement il signait Abdelkader, fils de Muhyiddin al-Hassani, Faqir li-Moulah. Donc, le pauvre en Dieu. Donc c'est dans cet état-là, avec toute cette charge spirituelle, que l'émir vient faire le déplacement jusqu'en France, et pas pour rien, pour visiter l'exposition universelle, pour visiter l'exposition industrielle de Crystal Palace à Londres, et en plus pour demander l'autorisation d'aller à Saint-Pétersbourg pour plaider la cause de l'imam Shamil qui est toujours en prison à cette époque-là. Ce lui sera évidemment refusé, la France craignant trop que les Russes récupèrent la figure d'Abdelkader, qu'elle craint toujours, même des années après la fin de son combat. Donc voici donc cette fameuse dédicace, et qui nous introduit donc à cette deuxième partie. Je vous ai dit, hein, peut-être qu'à la fin, arrivé à la fin, il n'y aura plus le temps de poursuivre, mais on essaiera d'aller le plus loin possible. Alors avant d'aller plus en avant de qu'est-ce que veut dire Abdelkader là, qu'est-ce qu'il essaie de signifier,
et qui nous dit non seulement l'état à laquelle il est parvenu sur un plan spirituel, mais aussi qu'est-ce qu'il voit dans la caméra obscura, dans l'appareil photographique. Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il entrevoit? Avant d'aller donc plus loin, je vous propose juste de faire un petit détour par une petite généalogie de la photographie. Parce qu'il faut aussi c'est l'intérêt d'un personnage comme Abdelkader, il vous dit en gros que nous sommes à la fois des corps et des esprits, mais les deux en même temps. Il ne s'agit pas d'évacuer l'un, on aura une sorte de spiritualité flottante, ça plane pour moi. Et puis de l'autre côté, on évacue complètement la spiritualité, et puis je joue avec mon corps. Ça, on est des spécialistes à notre époque. Donc Abdelkader, c'est les deux ensemble. C'est toujours l'un et l'autre. Et d'ailleurs, c'est toujours ma difficulté lorsqu'on me pose des questions sur Abdelkader. Est-ce qu'il a été ceci? Est-ce qu'il a été cela? J'ose pas, hein, ça dépend. Quand j'ai un public comme celui-là, je me sens libre. Mais parfois, c'est très compliqué. La semaine dernière, j'étais en Algérie. À chaque fois, on se dit, qui est dans le public? Qui va? Comment? Ouais, c'est lié avec la franc-maçonnerie, c'est lié avec ceci, avec cela, avec la France, etc. Et alors que ma réponse, de manière générale, avec Abdelkader, elle est quantique. Est-ce qu'Abdelkader a été franc-maçon? Oui et non. Et comme vous connaissez la fameuse réponse du jeune Ibn Arabi lorsqu'il rencontre Averroès, et qui Averroès avait entendu parler de l'expérience mystique qu'avait vécu ce jeune homme de 19 ans, fils d'un officier andalou, et avait demandé à le rencontrer, et qui lui avait posé cette question, est-ce que par le biais, donc c'est le grand Ibn Rushd, Averroès, qui demande au jeune homme, Ibn Arabi, il a 19 ans à ce moment-là, il vient de vivre une expérience mystique dans une grotte dans laquelle il voit toute l'assemblée des NBA, des Rusul, donc des prophètes et des messagers, dans une vision extraordinaire. Et Ibn Rushd, selon cette chronique, aurait demandé au jeune Ibn Arabi, est-ce que l'on parvient par le biais de la spéculation intellectuelle au même résultat que par le biais de la spéculation spirituelle ou l'expérience spirituelle? Et Ibn Arabi avait eu cette réponse, en tout cas la chronique rapporte qu'il avait répondu oui. Et là, Ibn Rushd, joyeux, heureux de savoir que c'était possible, et non. Et là, la mine déconfite de Ibn Rushd, et Ibn Arabi a rajouté, et entre oui et non, et entre les deux, les nuques se détachent. J'ai toujours pas compris ce que ça veut dire, mais ce que je sais, c'est qu'avec Abdelkader, on est tenté de dire oui, et j'ai des arguments pour ça, et non, et j'ai également des arguments pour ça. Maintenant, ceux qui refusent la complexité tombent dans les complications. Là, alors une brève généalogie donc, de la photographie. Là, cette fois-ci, je vais lire, excusez-moi, parce que sinon, on va y passer la nuit. L'idée de photographie, c'est-à-dire d'enregistrer de la manière la plus fidèle le réel, recoupe un fantasme qui remonte à loin, à très loin dans l'histoire de l'humanité. Sa découverte est le fruit d'une maturation mentale et d'un long processus technique qui trouve son point d'ascension au XIXe siècle. Le philosophe Wilhelm Flusser affirme que l'émergence de la photographie marque un âge nouveau de la civilisation et l'a comparé à l'apparition de l'écriture linéaire. Vous voyez, un âge nouveau. La photographie, ce n'est pas... Voilà, non, c'est un âge nouveau, et certains l'ont comparé avec l'apparition de l'écriture. Alors c'est là que là, je vais avoir du mal avec Mac. Avec Apple... Ça, je sais fermer. Non, mais c'est pas, j'ai pas besoin de ce dossier-là, j'en ai besoin d'un qui est sur ma... Non, je ne veux pas de temps. En fait, il faut que je retourne sur ma clé USB, qui est là. Elle est où? Là. Ok. Et voilà, en arrière, c'est un autre Elle est dossier. plus bas. Elle est plus bas. Alors, Elle est c'est plus bas. festival? Non, non, elle est plus bas. Non, non, c'est ma clé USB qui est là, donc elle va apparaître. Voilà, c'est ça, voilà, mise en sous-fil, voilà. Et là, il y a la sélection iconographique. Et en fait, c'est le deuxième, caméra obscura. Non, pas celui-là, ça c'est bon. Voilà. Voilà, CTRL A. Et après, Entrée. bon.
Si, mais... Ça remonte à loin. Alors, si on inscrit la photographie dans le temps long, son histoire se confond avec celle de l'art. Et de l'art pariétal d'abord. Entre la fin du Paléolithique et le début du Néolithique, période de révolution majeure, l'homme domestique progressivement la nature, le feu, les outils. On assiste à l'émergence de l'Homo sapiens, puis de l'Homo sapiens sapiens, de l'homme sachant, savant, intelligent, mais également plus conscient de lui-même. Alors là, j'aime beaucoup cette photo qui représente Lascaux. Il faut imaginer ces premiers hommes avant le néolithique qui se retrouvent dans cette grotte et qui décident de peindre. Imaginez donc l'obscurité, imaginez le feu derrière eux, dont ils ont la maîtrise, et puis ces formes qu'ils dessinent avec le reflet de leur propre ombre sur la paroi. Et il y avait aussi, donc là on a des détails de ces peintures magnifiques de Lascaux. Et là en voyant ces têtes de taureau, on se dit Picasso n'a pas fait beaucoup mieux. Et vous avez aussi ce type d'empreinte qu'on retrouve très souvent, et là notamment sous forme de pochoirs, d'empreintes, de patrons, qui sont émouvants. Vous imaginez des êtres, donc là on a 40 000 ans avant Jésus-Christ, des hommes, des femmes, qui sont dans des parois, d'ailleurs des études ont montré que c'était très probablement des mains de femmes, qui plaçaient leurs mains et qui soufflaient dessus, des matériaux, et qui laissent comme une empreinte. Alors, pour moi, ça a tout à voir avec la photographie. On le verra tout à l'heure. Mais ça a à voir aussi évidemment avec l'art. Mais l'art rupestre, motif sacré, relation aux arrière-mondes ou volonté de survivre à sa propre mort. C'est des questions que je me pose. Mais ces œuvres sont-elles des traces, des empreintes d'une réalité d'un temps définitivement révolu, ou bien interrogent-elles une réalité autrement plus fondamentale? On peut se poser la question. La lecture peut être différente si on se place sur le plan de la désacralisation de l'art. Il y a des gens qui vous disent que l'art est d'abord religieux, évidemment avec l'anticléricalisme, surtout dans l'histoire de notre pays, ça devient une norme que de dire que l'art n'est pas religieux. On peut poser cette question s'il n'y avait pas une volonté à la fois de survivre à sa propre mort, de laisser une trace de soi, ou encore peut-être d'interroger l'invisible. Un peu comme l'enfant, vous savez, vous avez tous assisté à ça, nos enfants ou des enfants qui s'étonnent de leur propre ombre, ou qui s'effraient de leur propre ombre. Alors, je l'ai dit, donc l'origine, c'est d'abord une question, c'est l'origine de la photographie et de l'ordre de l'art, de l'origine de l'art. Mais l'origine, c'est d'abord une question de l'ordre du mythe. Quand vous dites quelle est l'origine d'eux, vous vous rendez compte qu'il y a toujours une origine à l'origine. Ça n'en finit pas. Et au fond, ce qui répond le mieux à la question de l'origine, c'est celle du mythe. Pline l'Ancien, 1er siècle de notre ère, écrit dans son Histoire naturelle que la peinture est née de ce que, je cite, on commença par déterminer le contour de l'ombre humaine. En illustrant de l'histoire de la jeune femme qui dessine le profil de son amant qui va bientôt partir, dit Butade. À l'origine, il y a une histoire d'amour, donc de désir, de volonté de se souvenir, de pérenniser un instant, un visage, une trace, de mettre en présence l'absent. Autant de sujets qui évoquent déjà l'acte photographique. Là, on voit cette jeune femme qui sait que son amant va la quitter et qui veut en garder une trace et elle dessine son profil. On a là un acte évidemment artistique, un acte amoureux et aussi, d'une certaine manière, un acte photographique. On a ici le premier dessin, c'était Jean-Baptiste Regnault, L'origine de la peinture, c'est le titre. Et le deuxième, c'est Joseph Benoît Suvet. Tous les deux sont du XVIIIe siècle, dit Butade, L'origine du dessin. Donc là, on le voit encore mieux. Les deux ombres se fondent dans une seule réalité et avec une source lumineuse. Là aussi, c'est une invitation à réfléchir sur le sens spirituel dont est porteur une œuvre, au-delà de l'aspect esthétique. Alors, d'une autre façon,
avant d'arriver à la caméra obscura, le mythe de Narcisse peut aussi être convoqué pour se poser comme une origine possible de l'acte photographique. Un jour, alors qu'il s'abreuve à une source, après une dure journée de chasse, Narcisse voit son reflet dans l'eau et en tombe amoureux. Il reste alors de longs jours à se contempler et à désespérer de ne jamais pouvoir rattraper sa propre image. Narcisse finit par mourir de cette passion qu'il ne peut s'ouvrir et qui se poursuit au-delà de sa mort. À l'endroit où l'on retire son corps, on découvre des fleurs blanches, des narcisses. On voit aussi ici qu'il est question de reflet, d'amour, et qui, là encore, évoque la question qui vont être très présentes au moment de l'invention de la photographie. Enfin voilà donc une image de ce qui est à l'origine de l'appareil photographique, la caméra obscura, ou la chambre noire. La caméra obscura, espace sombre qui peut être une chambre ou une boîte dans laquelle est projetée la réalité par un petit trou, est découverte dès l'Antiquité. En Chine, entre le 5e et le 4e siècle avant notre ère, le philosophe Mozi, mort en 392 avant Jésus-Christ, définit le principe de la caméra obscura. Il explique comment une image inversée se forme à travers un trou de très faible diamètre, par l'intercession des rayons lumineux. Quelques décennies plus tard, en Grèce cette fois-ci, le principe du sténopé, de sténos étroit et opé trou, est clairement défini par Aristote en moins 322 dans le livre 14 des Problèmes. Faisons un détour et surtout un saut dans le temps. Il faut attendre quelques siècles pour que le principe de caméra obscura devienne un objet d'étude et d'expérimentation. Ce passage se fait au XIe siècle par les savants et les astronomes arabes qui utilisent la caméra obscura pour observer les éclipses du soleil. L'un d'entre eux va tout particulièrement marquer les annales. Considéré comme le pionnier de la physique expérimentale et de l'optique moderne, Al-Hassan ibn al-Haytham, Bassora 965, le Caire 1039, le Al-Hazen des Latins, est l'auteur du traité d'optique, Kitab al-Manazir, en latin de Aspectibus ou Opticae Thesaurus, qui est traduit dès le XIIIe siècle. Son œuvre influence durablement le développement des sciences en général et de l'optique en particulier. Ses recherches sur la physionomie et le fonctionnement de l'œil l'amènent à rompre avec Euclide et Ptolémée, qui affirmaient qu'un feu était émis par l'œil pour éclairer les objets. Al-Hazen Ibn al-Haytham affirme qu'au contraire, il y a un phénomène inverse de ce qu'on appelle l'intromission, terme que je ne connaissais pas jusqu'après ces recherches récentes, et que l'œil est un récepteur qui capte la lumière des objets. L'œil comme un réceptacle de la lumière et non pas comme un émetteur de lumière. Il décrit comment le cristallin forme une image sur la rétine. Combiné à ses recherches sur le pouvoir grossissant des lentilles, ceci l'amène à élaborer la première description précise de la chambre noire et du sténopé. Autrement dit, Ibn Haytham théorise, mais aussi expérimente le principe de la caméra obscura, c'est-à-dire du futur appareil photographique, en étudiant l'œil humain. 5 siècles plus tard, dans son Codex Atlanticus, Léonard de Vinci établit à son tour le rapprochement entre le fonctionnement de l'œil et le principe de sténopé. Les travaux d'Al-Hazen ont très probablement influencé les artistes de la Renaissance sur cette question, mais aussi sur le développement des règles de la perspective. Donc là, on a des représentations de caméra obscura, XVIIe siècle, telle qu'elle a été utilisée à la Renaissance. Donc ces caméras obscura, ça pouvait être des boîtes, mais des pièces immenses aussi. L'idée est de prendre une pièce obscure, un petit trou, et par ce trou, l'image de la réalité, de jour évidemment, est reflétée sur le mur, mais inversée. C'est ça le principe de la caméra obscura, c'est pas plus compliqué que ça. D'ailleurs, s'il y a des enfants, des parents qui ont le temps, qui ont envie de bricoler, vous pouvez en fabriquer une. C'est toujours magique, hein, même si on a un iPhone, ça reste magique. La Renaissance, qui voit le triomphe de l'humanisme et du rationalisme, adopte tous les moyens qui permettent de redéfinir le savoir sur les bases rationnelles et objectives. Le réalisme en art est alors en vogue. Léon Battista Alberti n'écrit-il pas en 1435 dans De la peinture « Il faut que l'artiste imite et reflète la nature, et pour exprimer la réalité et la beauté du monde et des êtres humains, il doit utiliser les lois des mathématiques et de l'optique. » Là, il y a vraiment un principe qui est posé en Occident. Il s'agit d'imiter le réel. Là où dans le monde musulman, mais ça c'est un autre sujet qui est passionnant,
Ou si vous prenez par exemple dans les représentations figuratives, par exemple les miniatures iraniennes ou mongoles, et particulièrement iraniennes, vous verrez par exemple des chevaux qui sont roses ou violets, donc de différentes couleurs, même s'ils sont extrêmement précis. Vous verrez aussi qu'il n'y a pas le principe de la perspective qui essaye d'imiter le point de vue humain, mais il y a plutôt une perspective théocentrique, c'est-à-dire une vue de haut, un peu comme dans la peinture japonaise. Et si on ne représentait pas tel que la réalité, c'est qu'on ne cherchait pas à imiter en quelque sorte Dieu dans sa création. Ici, clairement, il s'agit d'imiter le réel par tous les moyens possibles. Et on comprend pourquoi cette volonté, pourquoi finalement l'appareil photographique est inventé, pas que pour des raisons économiques, de domination, etc., mais pour des raisons aussi philosophiques. L'appareil photographique va permettre de réaliser ce rêve, entre autres inventions. Les premières bases scientifiques de la perspective étaient posées puis théorisées mathématiquement par Filippo Brunelleschi. Jean-Claude Lemagny, qui est un ancien conservateur en chef du département de la photographie et des estampes à la BNF, que j'ai eu la chance de rencontrer dans les années 90, affirme que l'invention de la perspective par Brunelleschi était déjà un peu la photographie. Vous savez ce que c'est que le principe, pour ceux qui ont déjà fait du dessin, la perspective, vous prenez un point, et à partir de là, vous faites fuir des droites, et vous construisez un paysage en 3D à partir de ça. Donc c'est des règles extrêmement précises, très mathématiques, et qui donnent un réalisme renforcé à l'œuvre. Cette course au réalisme scientifique et esthétique nécessitait des outils. C'est Léonard de Vinci qui aurait le premier suggéré l'utilité pour les artistes de la chambre noire pour reproduire les villes et des paysages. Donc la caméra obscura va servir donc les artistes pour reproduire de manière réaliste les paysages. En plus du réalisme qu'elle permettait d'obtenir, dessiner et peindre par transposition directe du référent sur l'écran support, elle était considérée comme un raffinement mécanique au dessin sur calque. Donc un raffinement mécanique du dessin. Entre le XVIe et le XVIIe siècle, la caméra obscura connaît des améliorations techniques passe du simple sténopé à des chambres noires munies de lentilles pour affiner l'image reflétée et de miroirs pour la redresser. Objet plus compact, les dimensions de la caméra obscura se réduisent et elle devient portative, ce qui permet son déplacement en extérieur. J'ai laissé cette image qui est intéressante, qui date de la fin du XIXe siècle et qui montre qu'on construisait, pour les touristes, des chambres noires, des caméras obscura, dans lesquelles on faisait refléter le paysage alentour sur une table, avec un système de miroir et de réflecteurs. Voici donc ces caméras obscura qui deviennent portables, et regardez bien le principe, la lumière entre, et ensuite par le biais d'un prisme, d'un miroir, on va la redresser, et sur une plaque, on va dessiner la forme, qui évidemment sera plus précise. À la veille du XIXe siècle, un faisceau de découvertes optiques et chimiques, soutenu par une puissante aspiration à capturer, maîtriser et à fixer le réel, sont réunis et annoncent l'invention de la photographie. Qu'entend-on par dispositif photographique ? On n'a toujours pas défini la photographie. Donc qu'est-ce que la photographie ou le dispositif photographique ? C'est un écran, un plan, intercepteur et intercesseur. Mur, toile, papier, support, métallique. C'est une projection de lumière qui présuppose une source lumineuse, feu, soleil, lampe, bougie. Si les éléments physiques du dispositif sont déjà réunis à la veille du XIXe siècle, demeure le passage de l'exposition, de l'émulsion à la fixation de l'image. Donc on sait reproduire le réel instantanément, mais on a toujours besoin de la main humaine pour dessiner. La seule question qui reste, la seule énigme, c'est comment fixer l'image. Ça ne nous parle pas, mais c'est extraordinaire. C'est-à-dire, vous avez une projection de la réalité, mais dès que la lumière disparaît, dès que vous éteignez la lumière, dès que vous éteignez la bougie ou la lampe à huile, elle disparaît. La question qui se pose, c'est comment fixer cette image ? Comment la pérenniser ? Et ça, c'est une question qui va travailler certaines personnes. On va les voir après. La découverte de la sensibilité des sels d'argent à la lumière sacre définitivement la naissance de la photographie.
Donc ça va être la grande découverte et qui va se faire aussi progressivement. Mais d'abord, que signifie le terme photographie? Là, on rentre dans l'étymologie. Le terme photographie provient de 2 racines grecques. Le préfixe donc photo, ou photos, qui signifie lumière et clarté en grec. Et graphie vient de graphène, qui veut dire peindre, dessiner, écrire, tracer. Donc c'est une trace de lumière, une écriture de lumière. Rien que l'étymologie est significative. Qui écrit avec de la lumière, ou qui trace avec de la lumière. En français, photographie est attestée dès 1832, mais pas dans l'emploi qu'on lui connaît aujourd'hui. Le premier emploi connu de photographie comme, je cite, une technique de représentation de la réalité de la reproduction d'images à l'aide de procédés fondés sur des réactions chimiques à la lumière et le moyen optique, donc là on définit bien la photographie, figure dans le carnet d'Hercule Florence. Personne ne le connaît, c'est lui qui va définir la photographie et donner du sens au mot photographie, qui était un peintre et naturaliste franco-brésilien, et qui l'emploie pour la première fois en 1834. Mais alors, qui est donc à inventer la photographie? Là, on pourra faire des cocoricots, puisque ça va être une série de français, avec un anglais. Nicéphore Niepce, donc on voit ici, né en 1765 et mort en 1833. Dans les années 1810, reclus dans une petite ville de la Saône, Nicéphore Niepce, un propriétaire terrien de son état et inventeur enthousiaste, poursuit une idée qui l'obsède depuis des années. Et c'est vraiment une obsession. Trouver l'agent chimique qui permettra de fixer le réel visible obtenu par une caméra obscura. Il ne vit, ne pense, ne réfléchit qu'à ça. Comment fixer le réel par le biais d'un agent chimique. Jusque-là, l'instrument fétiche des artistes de la Renaissance n'a été utilisé que comme un instrument à dessiner. Au printemps 1816, il parvient à obtenir une reproduction aux valeurs inversées, un négatif, sur un support enduit de chlorure d'argent et fixé avec de l'acide nitrique. Il s'agit d'une vue depuis sa fenêtre, mais l'image obtenue ne reste pas fixée car en pleine lumière, le papier continue de se noircir complètement. Donc la question, il parvient à révéler l'image, mais il ne parvient pas à la fixer. Puis Niepce décide d'utiliser du bitume de Judée, utilisé dans tous les ateliers de graveurs pour faire des eaux fortes. Intéressant sur le plan symbolique, le bitume de Judée est utilisé dans l'Antiquité par les Égyptiens pour la momification. Le rapport à la mort est très intéressant ici, sachant que la photographie peut se considérer comme une forme de momification moderne. En 1824, il place des pierres lithographiques recouvertes de bitume au fond d'une chambre obscure et après un temps de pause de plusieurs jours, il obtient pour la première fois de l'histoire humaine l'image fixée d'un paysage, le point de vue du Gras, point de vue prise de sa maison près de Chalon-sur-Saône. Alors je vais vous montrer cette image qui marque le début de l'histoire de la photographie. Certains spécialistes parlent de 1827, mais d'autres, et l'histoire se fait, vous savez, l'histoire se fait par les chercheurs en histoire, pas ceux uniquement qui annotent des choses qu'ils ont lues, mais des gens qui cherchent dans les documents, dans les archives. En 1824, donc ça c'est la fameuse caméra obscura que utilisait Niepce, donc dans ces années 1810. Et voici la première image obtenue par Niepce. Si vous regardez, vous avez quelques détails d'une vue à l'extérieur, mais qui est restée fixée. Vous voyez qu'il n'y a rien d'extraordinaire, mais lui-même le déclara. Il aurait vu un ange, il aurait eu la même impression. Cette obsession de voir, de parvenir à fixer une image, finalement se réalise. La même image, mais avec un contraste plus soutenu, un tirage plus soutenu, et on voit clairement donc la première photographie réalisée. Alors, après avoir vainement tenté d'intéresser la Société royale à son procédé de reproduction des images, qu'il nomme héliographie, c'est intéressant de voir que lui, l'inventeur de la photographie, ne donne pas le nom de photographie, mais bien d'héliographie. De hélios qui veut dire soleil en grec. C'est important, on le verra plus tard. Car il n'utilise que la lumière du soleil. Évidemment, Niepce rentre en France et continue avec acharnement à perfectionner son invention. Il faisait des allers-retours avec l'Angleterre, car son frère
s'affairait à essayer de développer d'autres inventions en Angleterre, à trouver des financements. En 1928, il découvre une nouvelle méthode qui conduit à des images d'une qualité supérieure avec des demi-teintes. Vous l'avez vu là, donc c'est une image extrêmement contrastée. Là, il arrive aux demi-teintes. L'année suivante, il s'associe à Louis-Jacques Mandé-Daguerre, qu'on voit ici, sur la lithographie, l'autre figure centrale de l'invention de la photographie. Sa collaboration avec Daguerre va considérablement améliorer la technique de fixation et la réduction du temps de pause qui, en 1832, n'est plus que d'une journée. Donc au tout début, dans les années 10 puis 20, c'est plusieurs jours d'exposition. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on laissait la caméra ouverte pendant plusieurs jours, de manière à insoler, à imprégner une plaque pour pouvoir révéler l'image. Et on passe à une journée, c'est une révolution, en 1832. Donc une journée, c'est-à-dire plusieurs heures d'affilée. Donc vous l'aurez compris, on ne peut pas encore faire des figures animées à ce moment-là. On ne fera que des paysages ou des natures mortes. Alors, l'histoire veut que Niepce va mourir très rapidement après, 1833, et il va rester Daguerre. Et c'est pour ça que la photographie, et évidemment, les deux hommes vont s'associer, développer l'invention, mais les historiens, ou l'histoire, jusqu'à une époque assez récente, va retenir comme inventeur de la photographie Daguerre, et non pas Niepce. Justice sera rendue donc assez récemment. Donc là, je vous laisse juste voir, parce que parfois, pour découvrir l'histoire, il faut prendre des imageries populaires. Et là, on voit bien Niepce, donc une publicité de chocolat Guérin-Boutron. Niepce, chimiste français, trouve les premiers principes de photographie qui seront plus tard perfectionnés par Daguerre. Donc c'est clairement dit, c'est bien résumé. Et évidemment, c'est les bienfaiteurs, c'est dans une série Les bienfaiteurs de l'humanité. Voici Daguerre, qui, il faut quand même dire qu'il a fait, lui aussi est un artiste qui est un inventeur du diorama, qui était des spectacles avec des décors à l'échelle immense, qui faisait des jeux de lumière et d'ombre, et qui va s'intéresser à toutes les techniques qui allaient lui permettre de donner encore plus de réalisme à ces spectacles. Et donc il s'est intéressé comme ça aux recherches autour de la photographie, et il s'est donc associé avec Niepce. Niepce mort en 1833, Daguerre continua seul les travaux et inventa en 1838 le daguerréotype. Un journaliste de l'époque désignait le daguerréotype comme des miroirs dotés de mémoire. Des miroirs dotés de mémoire. Alors, là, je vous montre très probablement la première nature morte réalisée en photographie et fixée. C'est un daguerréotype. Ici, très intéressante, la première vue d'extérieur, mais qui est aussi intéressante pour... qui est intéressante parce que on voit les premiers personnages. Si vous regardez en bas à gauche ici, vous avez deux personnages qui figurent, un cireur de chaussures et quelqu'un qui se fait cirer les chaussures. Et en fait, comme le temps de pause à cette époque-là est encore long, toutes les personnes en mouvement disparaissent. Vous avez compris le principe, c'est-à-dire que la photo n'enregistre la présence que de celui qui est stable. Et là, en l'occurrence, ce jour-là, il y a eu un cireur de chaussures qui a été trop long, peut-être d'ailleurs au goût de celui qui fait cirer les chaussures, mais grâce à cette lenteur, on a ici le premier portrait. Il y en a une autre aussi bon, c'est une discussion entre spécialistes, mais celle-ci est intéressante. Donc elle date de 1837. Voici aussi peut-être le premier donc, portrait photographique, le premier portrait par la technique du daguerréotype. Alors, bon, on pourrait montrer aussi le dispositif de la photographie, hein, quand un personnage posait dans ces temps-là, donc on est passé je l'ai dit, de plusieurs jours à une journée, d'une journée à quelques heures, et de quelques heures à quelques dizaines de minutes. Mais même avec des dizaines de minutes, vous pensez bien que pour faire un portrait, il fallait trouver un système derrière qui fixe la personne, qui l'oblige à ne pas bouger. Et donc là, on avait tout un attirail derrière qui permettait à une personne de ne pas bouger précisément. Donc là, on le voit en studio, donc ici une photographie de l'autre inventeur qu'on n'oublie pas, parce qu'il faut être
respectueux des inventeurs, donc l'anglais Fox Talbot, qui de manière concomitante, à quelques mois près, invente aussi le même principe, mais avec le négatif. Là, j'accélère un peu. Et un autre oublié aussi, Hippolyte Bayard, qui lui a aussi inventé de son côté la photographie, mais qui est le grand oublié, et qui, pour l'exprimer, avait fait une photo de lui-même comme un suicidé, celui qui était oublié de l'histoire, et en faisant cette photographie, a fait la première photographie de fiction. Donc, avec la photographie apporte donc une révolution technique, je l'ai dit, hein, donc l'invention est proclamée d'ailleurs devant les deux académies des sciences et des beaux-arts en même temps en janvier 1839, donc l'acte de naissance de la photographie c'est janvier 1839, mais les premiers donc, balbutiements de la photographie et de l'invention réelle se situent dans les années 20 en province du côté de Chalon-sur-Saône. Alors, révolution technique, révolution esthétique, donc un bouleversement de la représentation du réel. Dès son invention, la photographie passe pour une imitation on ne peut plus parfaite de la réalité ou un miroir du réel, automatique, objective et naturelle, sans intervention de la main de l'artiste. La photographie a une puissance d'attestation du réel, qu'elle n'a évidemment plus eu par la suite et qu'elle n'a surtout pas aujourd'hui, puisqu'on peut modifier, trafiquer les photographies. Mais à cette époque-là, c'était une attestation du réel. Alors je vais ici vous citer rapidement pour vous mettre un peu dans une ambiance, parce qu'on croit que ça a été accueilli comme ça, qu'elle n'a pas suscité un certain nombre de réactions radicales, mais la photographie a fait réagir. De quelques réactions donc, face à l'invention de la photographie. Dans le milieu religieux, par exemple, en France, en Occident, pardon, en Allemagne en l'occurrence, certains se montrent méfiants envers une invention qui est perçue, qui est quelque peu diabolique. Je cite donc un journal allemand qui est cité par Walter Benjamin. Vouloir fixer les reflets fugitifs n'est pas seulement une chose impossible, mais le souhait même d'y parvenir constitue un blasphème. L'homme est créé à l'image de Dieu et nulle machine humaine ne peut fixer l'image de Dieu. Donc vous voyez, il y a une réaction religieuse assez radicale en Allemagne qui montre clairement qu'en gros, c'est une invention diabolique. Dans le milieu de la critique littéraire et artistique, des voix critiques se lèvent également. Parmi ceux-ci, figure Charles Baudelaire, qui veut cantonner la photographie à être une, je cite, humble servante des arts et des sciences. Il la compare à l'imprimerie en rapport à la littérature. Pour lui, elle n'est pas capable d'imaginaire, mais uniquement de mémoire. Il considéra la photographie comme obscène par son rapport descriptif à la réalité, mais aussi par sa capacité à amplifier les tendances les plus narcissiques de l'homme. À partir de ce moment, la société immonde, et là je cite Baudelaire, à partir de ce moment, donc l'invention de la photographie, la société immonde se rua comme un seul narcisse pour contempler sa triviale image sur le métal. Nadar rapporte dans son ouvrage qu'on a cité tout à l'heure, Quand j'étais photographe, la croyance dans la théorie des spectres, couches superposées qui constituent tout être créé. La théorie lui est rapportée par Balzac. Chaque photographie vient subtiliser une couche de son essence constitutive. Balzac éprouvait une terreur devant le daguerréotype, selon Nadar. Il en était de même pour Gérard de Nerval ou de Théophile Gautier, par exemple. Donc la photographie fait peur. Il y a un élément magique derrière. L'atmosphère fantasmatique qui se développe dans le 19e siècle se déroule dans un contexte scientiste et le règne de l'occultisme. Ça, il faut le rappeler, à l'époque des tables tournantes. L'invention de la photographie a donné lieu à nombre d'usages étonnants. Je vais en citer 2-3, mais vous allez voir, on a vraiment cru dans l'appareil photographique, mais pas de la manière objective, d'une manière objective, mais complètement fantasmagorique. L'optogramme, par exemple, ou les fantômes de l'ultime image. En fait, l'idée du docteur Vernois de la Société de médecine légale de Paris, c'est lui qui présente la théorie de l'optogramme. L'idée était de photographier sur des sujets qui ont été assassinés, la rétine, les yeux des assassinés, des gens qui ont été assassinés, parce qu'on était persuadé que la figure du meurtrier était fixée sur la rétine. Donc on photographie la rétine avec l'idée qu'on va aller découvrir le meurtrier. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'optogramme. Photographier l'invisible, ou les auras de l'âme humaine. On était persuadé que la photographie était capable de capter des auras, donc des fantômes. Et donc on a toute une série de photographies, si vous faites des recherches, où vous voyez des personnages avec à côté leur fils, leur mère, leur père, etc. Une sorte d'aura comme ça, blanchâtre, et on était persuadé que la photo était capable de photographier
les arrière-mondes, le monde invisible. C'est intéressant là aussi. En 1880, le Britannique Francis Galton veut réaliser ce qu'il nomme le portrait générique du délinquant. Cela en superposant plusieurs négatifs, il arrivait à avoir, selon lui, le type, l'archétype du délinquant. Le résultat donnait un visage qui ne ressemblait à aucun de ceux qui le composaient. On l'a également appelé le portrait de l'invisible. C'est-à-dire il prend plusieurs portraits, il les superpose, il en fait un seul tirage, un seul visage, et pour lui c'est le portrait type du délinquant, puisque tous ceux qui l'ont fait sont des délinquants, sauf qu'on l'a appelé le portrait de l'invisible. Mais là aussi l'expression prête à... Alors on me montre que j'ai dépassé l'heure, donc je vais vous proposer de sauter un certain nombre de points, juste pour peut-être citer, et qui fera la transition vers Abdelkader. C'est 2-3 citations de contemporains critiques de la photographie et qui vont, vous allez voir, vont avoir un écho notamment pour ceux parmi vous qui ont une praxis soufie. Diane Arbus, par exemple, disait de la photographie, une photographie est un secret sur un secret. Ou alors, je vais citer ici Jean Fischer, nous pouvons dire que l'objet de la photo n'est pas l'image que nous voyons, mais plutôt ce qui réside derrière l'image, comme un reflet à travers un abysse psychologique, celui d'un autre regard. Ou encore, Jean-Claude Omani, ce qui surgit à la surface d'une photographie, c'est une apparition d'univers avec une violence électrique. L'image photographique est un effet d'univers. Et enfin, Michel Tournier, je crois qu'il y a quelque chose de divin au sens de l'Ancien Testament dans l'acte photographique. J'aimerais aussi citer Feuerbach, donc dans l'essence du christianisme, 1843. Voilà ce qu'il dit, 1843. Vous verrez que ça s'applique très bien encore aujourd'hui. Notre époque préfère l'image à la chose, la copie à l'original, la représentation à la réalité, le paraître à l'être. Appliqué à la photographie. Et pour bien comprendre donc la lecture du monde qu'a Abdelkader, il est important de rappeler qu'il est né dans un milieu soufi, on l'a déjà suffisamment dit, et que son double ancrage est mohammadien et dans le tawhid. Donc le principe d'unicité. La période de l'exil et l'intensification de son ascension spirituelle, sa spéculation spirituelle, le compagnonnage d'Ibn Arabi, le besoin d'un maître et les avalanches théophaniques dont on a parlé, donnent une lecture. Là on me dit vraiment arrêtez, mais là je suis obligé de dire ça, sinon j'aurais raté la conférence. Alors Abdelkader, lui, justement, considère la photographie comme le considéraient les soufis comme un miroir. Un miroir qui donne le reflet d'une réalité. Autrement dit, la dédicace qu'on a montrée tout à l'heure, c'est un peu comme si Abdelkader présentait sa photo en disant « Qui voyez-vous sur cette photo ?» Vous me direz « Abdelkader ». Pourtant, ce n'est que le reflet d'Abdelkader. De la même manière que moi-même, je suis le reflet d'une réalité qui me dépasse. Donc là, Abdelkader suggère le principe, donc par cette ishara, par cette analogie, il suggère, cette allusion, il suggère le principe du tajalli, la manifestation de Dieu par ses attributs dans sa création. Et ce qui est intéressant, c'est que Abdelkader consacre tout un mawqif, le 248, pour ceux qui veulent le lire dans le détail, et à 2 reprises, il fait allusion à la photographie. Et il donne 2 noms à la photographie. Il l'appelle Al-Shamsiyya, donc l'instrument solaire en quelque sorte, et on voit qu'il est fidèle à l'héliographie de Niepce, et la Sham'iyya. Sham'iyya étant Shem'a, c'est la bougie, donc l'éclairage artificiel. Et donc en fait, il fait une référence à la fois à la lumière naturelle du soleil ou à la lumière artificielle de la bougie. Le monde des théâtres, donc selon Abdelkader, et évidemment suite à Ibn Arabi et à toutes les écoles soufis, le monde est le théâtre des théophanies, des noms divins, des attributs divins. La notion même de Tajalli repose sur une vision d'un monde inondé par la lumière divine, qu'il s'agit de révéler. Mais de la même manière, Abdelkader, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que l'appareil, ou que tout objet, ou tout être, ou toute situation est à la fois, potentiellement, un voile et un miroir. Elle est un voile pour celui qui oublie l'essence de son être, l'esprit qui a la primauté sur l'argile dont il est constitué, et elle est un miroir pour celui qui sait que toute manifestation n'est que l'empreinte du divin.
dans sa propre création. Et l'émir cite dans le Mawqif: ton essence et ton ego comptent parmi les voiles les plus épais. Cependant, ce n'est qu'à travers eux que tu peux connaître ton Seigneur, lorsque précisément ils ont cessé d'être des voiles pour devenir des miroirs. Je finis avec ça. Abdelkader a été à la fois un homme de la tradition et de la modernité. Et c'est pour moi ce qui fait de lui un avant-gardiste en son temps, mais aussi un théoricien de la postmodernité. Car si il y a une postmodernité, c'est bien dans la capacité de relier, associer la tradition avec la modernité, ce qu'elle produit. Abdelkader cite aussi ce hadith qui dit « N'insultez pas le temps, car le temps c'est Dieu ». Autrement dit, rien n'échappe à la volonté divine, et toutes les inventions des technosciences de nos jours font partie de ce vouloir divin. Mais à quelle fin? Et c'est la question, et c'est pour ça qu'il met en garde l'Occident, auquel il dit « Si cette modernité ne repose pas sur une essence spirituelle, elle va à sa perte. » Et pour moi, en tout cas, lire Abdelkader me permet aujourd'hui, lorsqu'il y a une nouvelle invention, notamment quand on parle du transhumanisme, qui devient un sujet inquiétant, ou du monde virtuel, des mondes virtuels possibles, de poser la question: comment tous ces nouveaux instruments qui inondent notre monde aujourd'hui, et notamment quel rapport avoir avec eux? Vous voyez bien dans l'éducation de nos enfants, la question se pose de manière urgente. Comment tous ces outils peuvent être des miroirs et non pas des voiles? Je vous remercie. Alors déjà, un grand merci pour cette très belle intervention, très éclairante et qui m'a touchée sur beaucoup de points. C'est toujours un vrai bonheur d'entendre des gens passionnés parler de leur domaine. Alors malheureusement, on ne va pas avoir le temps de poser des questions, d'avoir un échange après, parce qu'il y a un autre événement qui suit, et du coup au niveau timing c'est très très serré. Mais donc désolé pour ça, mais en tout cas il y a les ouvrages de Ahmed Bouillarden qui sont en vente là-bas, et lui aussi est présent si vous voulez échanger de manière plus informelle avec lui. Mais malheureusement, voilà, on ne va pas pouvoir ouvrir un temps de questions-réponses pour pouvoir laisser la place à l'événement d'après. Voilà. Merci à tous et à toutes.